Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici pour vous le sommaire. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont tenu ce jeudi dans la capitale ghanéenne une rencontre. La situation au Burkina Faso, au Mali, de même que le coup d'État manqué en Guinée-Bissau était au menu de la séance. Les précisions dans un instant. Taux de majoration instauré par le gouvernement sur l'exportation de certains produits agricoles. Quelles sont les assurances pour que les bénéficiaires perçoivent effectivement les redevances? Les précisions du secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, sur les garanties sont à suivre. Et puis, nous vous proposons dans cette édition un magazine sur les avantages du cadastre national. Voilà pour le sommaire. Un sommet de la CEDEAO s'est tenu ce jeudi à Accra, au Ghana. La rencontre à laquelle le chef de l'État, Patrice Talon, a pris part s'est penchée sur la situation au Burkina Faso après le coup d'État qui a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré. La situation du Mali était aussi au menu. Angèle Toboula, Aziz Adam Soulé. Ce jeudi 3 février 2022, le chef de l'État, Patrice Talon, a été accueilli à l'aéroport d'Accra au Ghana pour prendre part au sommet de la CEDEAO. La rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation ouest-africaine se tient après la suspension du Burkina Faso des instances de l'organe sous-régional. C'était la première réaction de la CEDEAO après le coup d'État qui a renversé Roch-Marc Christian Kaboré. Les chefs d'État et de gouvernement devraient donc décider de l'application ou non d'autres sanctions. Mais selon nos informations, ils ont choisi de ne pas infliger des sanctions supplémentaires au pays. La bonne volonté apparente de la junte, en rétablissant la constitution entre-temps suspendue, a certainement pesé dans la balance. Le sommet s'est également penché sur le cas du Mali. On vous en parlait dans nos précédentes éditions. Le gouvernement a pris de nouvelles mesures visant la maîtrise des prix des denrées de première nécessité. Au thème du Conseil des ministres du mercredi 2 février, des taux de majoration ont été instaurés sur certains produits destinés à l'exportation. Quelles sont alors les garanties du gouvernement pour que les bénéficiaires puissent entrer en possession de ces redevances? Suivons ensemble les assurances du secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. La portée de ces mesures, l'objectif visé par le gouvernement en les prenant, c'est de favoriser la disponibilité sur le territoire national de produits de grande consommation, les vivriers, en général. Vous avez observé que de tendance mondiale, il y a cette flambée des prix qui s'observe. Mais dans notre contexte national, la situation est davantage renforcée par le fait que les pays voisins exercent une pression remarquable sur nos produits, à telle enseigne que, à la suite des dispositions qu'il avait déjà prises et qui ont conduit à maîtriser tant soit peu la situation, laquelle maîtrise de la situation a conduit un peu plus tard le gouvernement à lever les mesures. Mais il s'est observé que depuis que ces mesures ont été levées, la tendance à la sortie de ces produits est repartie à grande vitesse. Et c'est donc pour éviter à nouveau ces sorties massives qui handicapent la consommation nationale que le gouvernement a institué ces mesures. Il est important de relever que ce ne sont pas des mesures qui frappent les producteurs et qui ne doivent pas avoir d'effet corrélatif sur le marché national. Les prélèvements qui sont prévus seront faits sur les exportateurs de ces produits, ceux qui viennent donc les chercher et qui les font sortir. C'est eux qui, au cordon douanier, sont appelés à payer ces redevances. Ce n'est pas le producteur et ce n'est pas le vendeur sur nos marchés qui paye ces redevances. Ce qui veut dire que le gouvernement a une ambition, celle de rendre le produit disponible. Parce que l'autre aspect de ces mesures, c'est de dire qu'il faut que l'essentiel de la production nationale reste sur le territoire national. On n'oblige personne à venir chercher nos produits et à les faire sortir. Les sorties par voie de terre sont celles qui généralement se font en fraude à la loi ou au dispositif de contrôle mis en place. On frappe là
en prélevant sur ces sorties parce qu'on veut encourager les sorties par voie maritime ou les exportations en général. Cela a le double avantage que non seulement ça nous permet de maîtriser nos statistiques en matière de balance commerciale, mais en même temps, ça permet de maintenir donc l'essentiel des produits sur le territoire national parce qu'on sait aussi que la grande majorité de ceux qui les sortent par les voies terrestres sont des gens qui essayent, comme je le disais, de contourner le dispositif. Et donc, voilà la portée de cette mesure, faire en sorte que la production nationale, principalement, aille à la consommation intérieure au regard de ce qui s'observe dans le monde et sur notre continent, et plus particulièrement dans notre pays, comme flambée des prix, dont il n'est pas inutile de le rappeler. Les causes, encore une fois, sont celles qui ont été citées, COVID-19 en ses effets pervers et la forte pression exercée sur la production nationale par certains pays voisins. Les produits comme le soja, le coton, le manioc sont entre autres concernés. Les taux à appliquer vont de 10 à 20% selon le type de produit. Une décision saluée par le fiscaliste Raoul Rustico qui pense que cette politique de gouvernement va garantir la possibilité intérieure des produits nécessaires à la consommation. Si vous prenez quelqu'un, par exemple, qui a trouvé un preneur à l'extérieur, qui accepte de prendre un produit que vous avez l'habitude d'acheter ici à 10 francs, peut-être à 15 francs, rassurez-vous qu'il ne va pas vous livrer ici. Il va décider alors de livrer beaucoup plus alors à l'extérieur. Et c'est ce à quoi nous assistons. Je l'avais déjà dit qu'il faut parvenir à revoir les barrières tarifaires. Il faut parvenir à décourager certaines personnes qui produisent localement, mais ne veulent pas satisfaire la demande locale pour aller satisfaire la demande extérieure. Conséquence, il faut que l'État décide alors de maîtriser les frontières. D'où cette mesure-là, pour pouvoir tout simplement leur faire comprendre que désormais, nous avons des barrières tarifaires pour peut-être vous décourager. Les producteurs doivent pouvoir comprendre que la demande locale doit être satisfaite d'abord et c'est l'excédent qu'il faut envoyer alors à l'extérieur. Encore qu'en interne, déjà, ils ne parviennent pas à couvrir toute la demande. Donc, la demande existe. Donc, si un bien est rare, comprenez avec moi que le prix devient alors élevé. Et c'est ce à quoi nous assistons. Je pense qu'il faut encourager le gouvernement. Donc, c'est des mesures quand même qui permettent à l'État de mieux cibler en fait les acteurs, ceux-là qui ont l'habitude d'envoyer les produits à l'exportation. Ce n'est pas qu'on interdit. L'État n'a pas interdit les produits qu'il faut envoyer à l'exportation, mais dit quand même qu'il faut quand même payer des redevances pour pouvoir le faire. Mais c'est à l'opérateur économique de faire le point. Si je dois pouvoir envoyer des produits à l'exportation et que je dois pouvoir payer des redevances supplémentaires, est-ce que cela m'arrange? Est-ce que ma marge, elle est toujours conséquente pour que je puisse couvrir mes charges? Si ma marge n'est pas conséquente pour couvrir mes charges, je comprends avec moi qu'il est inutile pour moi de m'aventurer. Donc, c'est pour vous dire que l'État a posé une équation pour les chefs d'entreprise et chacun doit pouvoir réfléchir pour résoudre alors cette équation à son niveau, pour voir ce qui l'arrange. Si ça vous arrange, vous allez continuer. Si ça ne vous arrange pas, vous êtes obligé alors de satisfaire à la demande locale. Vous voyez tout ce que nous avons comme lycée qui forment des jeunes qui doivent pouvoir produire des produits tropicaux et consorts. Ils sont devenus quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est la suite de leur formation? Mais personne n'en sait. Et la belle preuve aujourd'hui, en termes d'élevage, nous continuons toujours d'avoir des poulets importés dans notre pays. Nous continuons toujours de consommer des produits, des CLC-là, qui aujourd'hui sont bien formés, mais qui n'ont pas vraiment de ferme, qui n'ont pas quoi satisfaire la demande locale. Donc c'est un problème. L'État est en train de prendre des dispositions, mais en même temps, je voudrais quand même inviter l'État humblement à faire le travail de manière à ce que les formés de ces lycées-là puissent être opérationnels sur le terrain. Il était au micro de Stélia Padonou et Prudence Koussouron. Cette édition se poursuit dans le souci de préserver l'intégrité du territoire et de garantir les droits de propriété acquis suivant les lois et règlements. L'État béninois a entrepris un certain nombre de réformes dans le foncier. Le cadastre national, par exemple, est l'un de ces outils qui participe à la modernisation foncière. Après une première vague qui a enregistré les données de 2 villes et 10 communes, Cotonou et Abomey-Calavi ont été prises en compte dans la deuxième vague. Quels sont les avantages de cette opération? Nous vous proposons de suivre ce magazine réalisé par Aziz Adam Soulé pour plus de détails.
C'est un outil moderne et fiable de sécurisation efficace du foncier que le gouvernement offre à plusieurs communes du Bénin à travers le cadastre national. Son élaboration facilitera à coup sûr l'enregistrement des terres publiques et privées sur l'ensemble du territoire. Il y a beaucoup de réformes qui ont été initiées et beaucoup de modernisations. Et donc, c'est dans le cadre, bien sûr, de ces réformes et bien sûr de la modernisation de la gestion foncière qu'il y a eu l'avènement du code foncier domanial qui date bien sûr de 2013. Et ce code a été modifié et complété par la loi 2017. Le cadastre qui, en réalité, est un outil de gestion. Il faut dire que c'est la deuxième phase qui est maintenant en cours parce qu'il y avait déjà une première phase de collecte des données cadastrales qui s'est déroulée dans les communes de Ndali et de Boïcon. Et donc, cette seconde phase maintenant prend en compte 10 communes. L'objectif à terme du gouvernement, c'est de pouvoir couvrir toute l'étendue du territoire national pour que nous puissions avoir toutes les données enregistrées au cadastre. Dans ce processus, le Bénin bénéficie de l'accompagnement des Pays-Bas. C'est une réforme saluée d'ailleurs ici par son ambassadrice. Pourquoi le foncier? Pourquoi les Pays-Bas accompagnent ce programme? C'est parce que vraiment, la réforme foncière est essentielle et nécessaire pour la production et le développement du pays. Cet accompagnement vise un accès sécurisé et inclusif au foncier pour les individus, les jeunes, les femmes, les hommes producteurs. Et ceci est nécessaire pour que l'investissement privé dans tous les secteurs économiques en général, mais surtout dans le secteur agricole, se voit boosté et se voit assuré. Au-delà de cette assurance, le cadastre offre plusieurs accessibilités. Déjà, avec les intérêts du cadastre, c'est que le cadastre permet l'identification des parcelles, y compris le propriétaire ou les présumés propriétaires. La contenance des parcelles et bien même des impenses y afférentes. Ensuite, le cadastre permet surtout de maîtriser l'assiette fiscale foncière. Avec le cadastre, vous avez un véritable état des lieux, surtout au niveau des terres des zones rurales où le lotissement n'est pas encore intervenu. Déjà, lorsque vous avez le cadastre pour ces zones rurales, vous avez déjà un véritable outil. Vous avez traversé l'étape de l'opération d'état des lieux. Donc, lorsque les opérations de remembrement foncier humain vont intervenir là, vous ne reprenez plus l'état des lieux parce que déjà le cadastre est déjà là. Alors, ce qui change fondamentalement, c'est l'outil de gestion. Et lorsque nous avons le cadastre pour une commune, par exemple, cela veut dire que nous avons un registre dans lequel nous avons toutes les parcelles qui sont enregistrées et également nous avons tous les présumés propriétaires de parcelles qui sont enregistrés ainsi que la valeur de ces parcelles-là. Ce qui permettra bien sûr une gestion efficiente du foncier, ce qui permettra également à l'État central comme à l'État communal de pouvoir, en cas de besoin, de réaliser n'importe quelle opération, que ce soit des opérations d'aménagement, des opérations d'urbanisation ou même dans les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, d'avoir toutes les informations utiles pour pouvoir agir et vite agir. Ce qui change également, c'est le temps que nous gagnons et la sécurisation foncière. Vous savez, c'est vrai que le cadastre ne confère pas le droit de propriété, ni n'enlève également ce droit de propriété. Mais le cadastre, qu'on le veuille ou non, est un outil de sécurisation foncière parce que une parcelle qui est enregistrée au cadastre permet, lorsque vous voulez avoir des renseignements relatifs à cette parcelle-là, vous allez simplement au service du cadastre, rien qu'avec le nom ou avec n'importe quelle information que vous avez, vous aurez toutes les autres informations, à savoir à qui appartient cette parcelle, la genèse même dans la transaction. Bien qu'il offre de nombreuses opportunités pour les populations, les acteurs du foncier relèvent quelques insuffisances. Vous allez constater surtout
que dans les milieux ruraux, vous allez constater que malgré la présence du cadastre, personne ne peut apprécier les servitudes qui grèveraient chaque propriété foncière. Ensuite, les limites de votre propriété foncière, de vos parcelles, peuvent faire objet d'opposition par les limitrophes. Pourquoi? Parce que il n'y a pas encore le lotissement, malgré la présence du cadastre. Mais au-delà de sa globalité, l'enregistrement au cadastre national devient un impératif pour tout détenteur de parcelles au Bénin. Je vais conseiller la population béninoise à accompagner le gouvernement à travers l'ANDF dans l'opérationnalisation du cadastre, parce que le cadastre reste et demeure le seul outil pour l'instant par lequel nous pouvons éviter les conflits fonciers. Je voudrais également remercier le gouvernement, remercier l'ambassade du Pays-Bas qui a accepté accompagner le projet de modernisation de l'administration foncière à travers le PEMAF et également appuyer l'Agence nationale du domaine et du foncier. Et c'est vraiment un motif de satisfaction pour nous qu'aujourd'hui cela soit une réalité. Il peut vous arriver de vous sentir seul pour une raison ou une autre, mais rester isolé de son entourage n'est pas toujours bien perçu par une frange de la population. Sur la question, les avis sont partagés. Je vous invite à suivre les réactions de quelques citoyens rencontrés par nos reporters. Moi, il m'arrive de me sentir seule, mais ma solitude, je ne la prends pas en fait pour une solitude, mais je la prends plutôt comme la paix en soi. Quand je me sens seule, je m'isole, je réfléchis, je prends de nouvelles perspectives pour le futur, j'établis de nouvelles règles pour pouvoir avancer. Donc la solitude, comme on le dit, s'isoler, seul, et parfois d'autres se suicident à cause de la solitude. Moi, c'est pas ça. Je ne prends pas la solitude sur cet angle-là. Je la prends plutôt bien. C'est une paix en moi. Quand on a des problèmes qui devaient nous conduire à rester seuls, s'isoler, ne parler à personne, je crois que nos proches devraient plutôt s'approcher de nous et nous aider à passer le cap, à avancer, au lieu de nous laisser seuls dans ce noir. Pour vaincre la solitude, c'est parce que tu es seul, tu vis une situation de solitude. Donc si déjà tu t'inities, tu te mets dans des relations, donc vite, ça peut t'aider à pouvoir éviter cette situation. Donc, il faut nouer des relations. Si tu vois que là où tu es, tu te sens seul et tu te sens renfermé, réservé, tu touches des gens. Ah, on peut sortir, on peut aller manger et juste pour te distraire. Si c'est la musique, moi j'aime souvent la musique et les dessins animés. Donc, les deux choses-là m'aident à pouvoir vaincre la solitude et aussi les lectures. Il m'arrive souvent de me sentir seul. Et quand il m'arrive de me sentir seul, l'existence devient pour moi incompréhensible et la vie me devient invivable. Quand je me sens seul, je sors et je me promène un peu dans la nature. Parfois, j'invite mes amis dans des restos, on boit. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de mauvais parce que quand on est seul, on réfléchit bien sur sa vie et puis les problèmes sont limités parce que quand je suis seule, je ne peux pas offenser quelqu'un verbalement. Donc, parfois, moi-même, je préfère rester seule à quelque part dans mon coin pour réfléchir sur ma vie. Et aussi, quand tu es seule, la concentration est bien assise. Donc, le mieux là, c'est que moi, je préfère parfois que l'on soit seul que de rester dans le monde. La solitude, pour moi, c'est une manière de se sentir seul. Et quand ça m'arrive à moi, parfois je dors. Ou je joue la musique, je regarde des films, ou soit des comédies qui pourront me faire rire en fait. Et je fais également la vidéo des fois, juste pour me distraire, où je cherche un endroit où je sais que là, il y a des personnes qui me font souvent rire. Je vais vers ces personnes-là pour essayer d'oublier un peu ou de me détendre. Des fois, la solitude m'amène même à verser des larmes. Se distraire, oui, mais boire, non. Je ne crois pas. Ce n'est pas une manière de sortir de la solitude, c'est plutôt une manière de cacher sa solitude. Parce que quand ils vont s'éloigner, on replonge encore dans la même solitude. Les amis ne seront pas toujours là, ils ne vont pas dormir avec nous, ils ne vont pas se réveiller avec nous. Et quand l'effet de l'alcool sort, qu'est-ce qui reste? Rien.
Quand je me sens seule et que je vois qu'il n'y a personne autour pour m'aider, là, soit j'allume la musique chez moi et puis je danse proprement, ou soit carrément j'allume la télé et puis je regarde le dessin animé. Du matin jusqu'au soir. Bon, ça peut reprendre aussi le lendemain. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook Etele en direct, notre compte Twitter Etele Live, notre chaîne YouTube Etele Benin et en direct via notre application iOS et Android Etele Benin. Bon début de week-end à toutes et à tous. Etele avec vous, pour vous.